Docteur Richard Bélanger, je suis pédiatre, médecin de l'adolescence, chercheur clinicien, puis j'ai l'énorme plaisir de vous parler d'un projet que j'ai particulièrement à cœur parce que je le co-dirige avec la professeure Gina Mockel, qui est un projet qui se nomme The Gut Microbiome Sentinel of the Northern Environment and Inuit Mental Health. À la suite, ma collègue, la professeure Caroline Ménard, présentera sur un projet aussi financé par Sentinelle-Nord qui se rapproche, ou du moins qui a plusieurs connexions avec le projet que je vais vous exposer. J'en profite aujourd'hui pour vous souhaiter, en fait, en ces moments difficiles, le meilleur à vous puis à votre famille, particulièrement parce qu'on va adresser aussi le sujet de la santé mentale. Et à partir de ce moment-là, je pense que de plus en plus de personnes, s'ils n'étaient pas touchés par les questions de santé mentale, comprennent malheureusement mieux ce que ça peut représenter. Je tiens aussi à remercier nos partenaires du Nunavik et les institutions avec lesquelles on participe pour leur confiance renouvelée à l'intérieur de nos projets, et ça depuis plusieurs années. C'est vraiment un des partenariats qui s'installe sur des décennies. Et heureusement, c'est un partenariat, des partenariats qu'on veut toujours très vivants. En respect, en fait, de ces partenariats-là, vous allez voir que nos diapositives sont en anglais afin qu'elles puissent être diffusées à l'intérieur des milieux, particulièrement le Nunavik, en respect à ces collaborations et à nos ententes. On va parler de santé mentale. On va parler de bien-être. Un petit rappel, en fait, c'est des définitions que peut-être vous connaissez, mais que c'est important de remettre à l'avant-plan. Pourquoi? À cause des différences qu'on peut voir à l'intérieur des définitions qui sont actuellement disponibles, puis de la vision complémentaire, mais en effet peut-être plus holistique de ce qu'est la santé pour nos partenaires au Nord. Donc, les définitions qu'on a autant de la santé publique du Canada puis de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que la santé mentale est une entité en tant que telle qui repose sur des questions de capacité, d'actualisation, afin de nous permettre de vivre du bonheur, puis en même temps d'aller à notre plein potentiel. Si on regarde la vision de la définition du National Aboriginal Health Organization, qui date déjà de 2013, mais en fait, c'est la compréhension depuis de multiples décennies, sinon siècles, c'est le fait que la santé mentale, ce n'est qu'une partie de la santé et que cette vision-là holistique vise une certaine normalité, un certain bien-être global et de comprendre la santé mentale d'une manière unique sans l'avoir à l'intérieur d'autres aspects de la santé, c'est quelque chose qu'on devrait éviter de faire. Je vous parle du Nunavik, puis je souhaite que chaque personne qui soit devant leur écran connaisse bien cette région-là, s'ils ne la connaissent pas. Donc, très, très, très brièvement, et ce serait minimiser le tout de penser qu'on peut faire le tour en une seule diapositive, mais je vous mets un peu le contexte. Les peuples inuits occupent le nord du Québec depuis plus de 4000 ans. Et ce n'est que depuis les années 50 qu'il y a une sédentarisation des populations à l'intérieur de 14 communautés situées en haut du 55e parallèle qui se nomme le Nunavik, notre terre, le lieu où on habite en fait. C'est plus de 10 000 individus Nunavummiut qui est le nom que la population se donne, les habitants du Nunavik, qui sont à l'intérieur de ces communautés, qui y vivent et qui font vivre cette culture-là inuit au Québec. Le dernier recensement touchait presque 14 000 personnes, une population très, très jeune. Plus de la moitié de la population, en fait, ont moins de 30 ans. Donc, c'est une démographie qui reste en croissance. Le langage, bien sûr, l'Inuktitut, est enseigné jusque dans les premières années de l'école primaire. Puis après ça, l'anglais, le français est une langue seconde qui est apprise à la suite. Il faut connaître à un certain point l'histoire du Nunavik qui est teintée à l'intérieur de
les dernières années, il faut se rappeler, 4000 ans d'histoire sur le territoire et plus, donc les dernières années ont été des années teintées de colonialisme, teintées également de traumatisme. Les écoles résidentielles en est un exemple et se vit encore aujourd'hui, puis on a de moins en moins de preuves à donner pour comprendre qu'encore se vit de la victimisation du racisme à l'intérieur du Québec, du Canada, dont malheureusement les populations autochtones, dont la population inuite, fait face. Je vous parle de santé mentale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a été identifié comme un élément très important d'aller vérifier, d'aller prendre le pouls de la population au Nunavik à l'intérieur de la grande enquête de santé qui a été décidée en 2014, la seconde. Une première était en 2004, puis certains peuvent se rappeler d'une première antérieure enquête de santé en 92 qui avait été menée sur le territoire en partenariat entre des institutions de santé et la population du Nunavik. Mais en 2014, une décision d'y aller en 2017 sur le territoire avec le Brise-Glace Lamundsen pour parcourir chacune des communautés puis inviter un grand nombre de jeunes, mais aussi d'adultes, à participer à une enquête de santé qui allait toucher tous les aspects de la santé inuite. Je vous présente cette diapositive, en fait, pour vous décrire déjà le type de partenariat qu'il y a à l'intérieur de ce type de projet, là où c'est un projet par et pour les communautés, par les institutions, puis les représentations du peuple inuit, mais en collaboration avec des acteurs et d'autres experts de la santé, dont l'INSPQ et des chercheurs, principalement des chercheurs de l'Université Laval, mais aussi de l'Université McGill puis de l'Université de Trent. Le type de projet, quand on va faire des enquêtes de santé, usuellement était de s'asseoir quelques experts, de décider les grandes orientations, puis après ça, d'aller sur le terrain. Ce n'est pas de cette manière que s'est passée la dernière enquête de santé au Nunavik. Au contraire, c'est une enquête de santé qui a pris, comme je venais de vous le dire, plusieurs années à mettre en place et qui repose sur des consultations de plein d'intervenants, autant locaux, mais également d'experts en santé, avec des questions qui sont à l'avant-plan. Est-ce que c'est quelque chose qui est une préoccupation pour la communauté et qu'est-ce qu'on va faire à la suite avec les données qui sont présentées? Donc, vous comprendrez qu'à partir des données qui étaient déjà disponibles à l'intérieur de l'enquête santé inuite de 2004, là où on présentait déjà un haut taux de détresse, de dépression, de problématiques de santé mentale et d'idéation, de gestes suicidaires, assez rapidement, la santé mentale a été établie comme une priorité extrêmement importante aussi de l'enquête santé 2017 et ses déterminants, particulièrement ses déterminants socioculturels. Je vous présente des résultats qui ne sont pas préliminaires, qui sont des résultats qui sont disponibles actuellement sur le site Web de la Régie régionale de la santé du Nunavik, qui touchent par rapport à la santé mentale, à quelques éléments clés qu'on doit connaître si on est en interaction avec les communautés pour, encore là, une seule diapositive sans vouloir minimiser les difficultés que la population rencontre, mais vraiment les grandes lignes qui sont présentes. Vous verrez dans la partie gauche le nombre de personnes qui vivent des symptômes dépressifs et associés à la détresse qui monte jusqu'à peu près 40 de la population des personnes qui ont été questionnées entre 16 ans et plus. Donc, c'est un large pourcentage de la population du Nunavik qui vivent d'une manière journalière des symptômes qui sont associés à de la détresse. En même temps, comme vous voyez dans le milieu, la population des jeunes est particulièrement touchée par cette détresse, puis présente des niveaux d'idéation suicidaire, tout comme les femmes, en plus grande importance, prépondérance que les autres.
De l'autre côté, à votre extrême droite, vous voyez que certains déterminants socioculturels, dont l'identité culturelle, sont associés à une moindre détresse. Donc, tout l'avantage de comprendre les éléments socioculturels à l'intérieur de notre compréhension de la santé mentale dans le Nord. Je vous présente 2 diapositives beaucoup plus précises sur le niveau de détresse, de dépression en fonction de l'âge, en fonction du sexe, pour vous présenter le fait que les jeunes, qui est une population qui me tient particulièrement à cœur, sont particulièrement touchés par cette détresse-là, avec des proportions plus importantes que la population adulte ou la population d'elders. En même temps, ce n'est pas présenté sur cette diapositive, mais vous devez connaître que ces chiffres sont 2 fois plus élevés que ce qu'on rencontre à l'intérieur de la population non autochtone canadienne. Donc, ça en fait une réalité, pas juste sur papier, mais un vécu sur lequel les communautés veulent particulièrement prendre force et intervenir. C'est la même chose par rapport aux idéations suicidaires ou des gestes suicidaires à l'intérieur de la dernière année, là où vous voyez que entre 2004 et 2017, sur des indicateurs similaires et des populations représentatives, les chiffres n'ont malheureusement pas réduit. C'est des chiffres qui sont entre 2 et 4 fois ce qui est retrouvé pour les mêmes périodes de temps au sein des populations non autochtones canadiennes. Donc, une réalité très parlante. Donc, on peut comprendre l'intérêt particulier de voir des projets, à essayer de mieux comprendre la réalité autour de la santé mentale, particulièrement dans la population inuite du Nunavik. C'est dans ce contexte-là, avec le lancement de l'initiative Sentinelle-Nord à l'Université Laval, qu'un regroupement de chercheurs a établi un projet autour de la santé mentale de la population inuite du Nunavik, mais autour de cette relation-là entre la santé d'une manière globale, essayer de comprendre sur les bases des forces de l'Université Laval, l'optique, la photonique, l'environnement, le microbiome, de quelle manière on pouvait investiguer la santé mentale de la population au Nunavik. J'ai le plaisir de co-diriger avec la professeure Gina Muckle cette équipe de chercheurs-là, une équipe de chercheurs transdisciplinaires, comme notre collègue M. Deconinck le précisait, pour lesquels on pensait au départ pas avoir de connexion, pas avoir de similitude des personnes autour de la santé populationnelle, s'associer avec des chercheurs en microbiologie, des chercheurs en sciences fondamentales. Ce n'était pas quelque chose qui était usuel, puis ça l'est encore pas beaucoup à l'intérieur des autres milieux que l'Université Laval. Fait que je remercie Sentinelle-Nord de nous avoir permis ça. Notre objectif, en fait, à l'intérieur du projet Sentinelle-Nord 3.6, visait à décrire le microbiome intestinal inuit pour, après ça, pouvoir l'associer avec certains niveaux d'adversité qui est vécu à l'intérieur des communautés et, après ça, faire le passage autour de la santé mentale. Pourquoi le microbiome intestinal? C'est un sujet extrêmement pointu, puis loin de nous l'idée de penser que ça peut expliquer une grande partie de la détresse qui est vécue au Nunavik, aucunement. C'est uniquement le fait que c'est une bonne manière d'associer la vision de la santé au Nunavik entre santé physique, santé mentale et comprendre les éléments de l'adversité qui tournent aux alentours de ça. Un autre élément, c'est la possibilité, l'opportunité qu'on avait de compléter l'évaluation de plusieurs manières, dont autour de la santé mentale avec, vous le verrez, des éléments assez novateurs d'évaluation à l'intérieur de ce projet-là, en misant, comme je le disais tout à l'heure, sur les grandes forces de l'Université Laval autour de la santé.
Je vous présente brièvement le tableau, puis comme je vous disais, loin de nous l'idée de penser qu'on fait le lien, comme vous le voyez sur la diapositive, là, qu'on investigue la grande relation qu'il y a entre les éléments d'adversité comme les éléments adverses vécus dans l'enfance, des éléments nutritionnels qui peuvent être difficiles au nord, ou bien non, l'usage de substances et la santé mentale. Mais c'est vraiment le trajet via le microbiome intestinal qui nous a intéressés, puis d'autres manières d'évaluer la santé mentale, ce qui, ça, peut être un apport pour les populations du Nunavik à la suite. Le projet Sentinelle-Nord 3.6 ne fait pas partie de l'enquête santé inuit. C'est vraiment un partenariat établi sur la place laissée à certains chercheurs de l'Université Laval, entre autres, comme experts et leaders à l'intérieur de l'enquête santé inuit, mais aussi le pont, l'optimisation, de prendre des objectifs de recherche et d'essayer d'optimiser tous les efforts qui avaient été faits pour avoir une grande compréhension de la santé inuit à partir de l'enquête. Les objectifs de Sentinelle-Nord 3.6 ne répondent pas aux objectifs directs de l'enquête santé inuit, mais à l'intérieur d'un partenariat, c'est de cette manière-là qu'on est capable d'optimiser le plus possible. C'est un message que je voudrais vous laisser. C'est dans l'innovation, le type de partenariat qu'on tisse est quelque chose d'extrêmement important. Je vais vous présenter quelques petits éléments qui ne sont pas malheureusement des résultats parce que on a grand intérêt à vouloir présenter à la population du Nunavik des résultats avant de la présenter à la communauté scientifique en tout respect du partenariat qu'on tisse, mais je vous présente quelques données autour de la méthodologie qui sont utilisées à l'intérieur du projet de recherche avant de passer la présentation à la professeure Caroline Ménard. Une diapositive d'une affiche qui a été présentée au Miami Symposium, qui est un grand congrès qui parle de microbiologie annuellement, et c'est des données qui datent déjà de l'année dernière. Mais pour vous dire que la population inuite, à l'intérieur de l'enquête santé inuite, a donné des selles afin d'évaluer certains éléments autour de la santé gastro-intestinale. Et le projet Sentinelle-Nord a misé sur ces éléments-là pour en tirer le maximum d'informations, dont des analyses menées par une doctorante, Jeanne, pour la remercier devant tout le monde, qui est à l'intérieur du laboratoire du professeur Bergeron et de ses collaborateurs Jacques Corbeil et Maurice Boissineau, qui décrit en fait qu'on a été capable, chez des jeunes de 16 à 30 ans, d'analyser les bactéries présentes à l'intérieur du microbiome intestinal de manière très, très, très profonde et avec une très grande qualité. Et ce qu'on se rend compte actuellement et ce qu'on souhaite vouloir pousser plus loin dans les analyses qu'on devrait présenter aux communautés à l'intérieur des prochains mois, c'est de pouvoir expliquer la grande diversité de la population bactérienne, mais aussi comprendre pour quelles raisons on trouve que beaucoup de matériel génétique microbien n'est pas retrouvé à l'intérieur des bases de données usuellement disponibles. Donc, ça semble être des données extrêmement riches qui vont nous permettre de mieux évaluer l'impact de certains niveaux d'adversité. Un autre élément de l'enquête santé inuit autour de la santé mentale, c'est la réflexion sur le fait que on a posé des questions par des questionnaires, mais y a-t-il d'autres manières d'évaluer la santé mentale qui pourraient être bénéfiques pour les populations, des manières, comme on le disait tout à l'heure, plus mobiles, mais qui nécessitent de la validation, pas uniquement à l'intérieur des populations non autochtones, mais aussi au sein du territoire du Nunavik. Donc, dans la dernière année, non pas 2020, mais en 2019, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur le terrain avec l'accord des communautés à l'intérieur de 3 communautés, puis on a fait passer des électrorétinogrammes à des personnes qui avaient participé à l'enquête santé inuit et pour lesquelles on avait
du microbiome intestinal pour pouvoir faire ce lien-là, mais l'électrorétinogramme est une manière d'aller chercher une empreinte de la rétine qui nous permet, avec nos connaissances actuelles, de laisser suspecter qu'on serait capable de voir à l'intérieur de l'électricité de l'œil, c'est poussé, mais c'est possible, des empreintes qui pourraient décrire la détresse, la dépression, car la rétine est un élément du système nerveux central. Des données qui vont être disponibles également à l'intérieur de la prochaine année, qui va nous faire plaisir d'aller présenter à nos partenaires. Et finalement, on a poussé assez loin la réflexion avec notre partenaire qui est Pierre Marquet, avec un laboratoire qui est au cerveau, qui, lui, regarde des cellules neuronales avec un microscope que moi-même j'ai de la difficulté à bien nommer, hein, qui est un microscope digital holographique qui permet de voir même le fonctionnement neuronal. Puis, à l'intérieur de notre projet, on a été également, lorsqu'on a fait des électrorétinogrammes, aller chercher les prises de sang, prendre des cellules et les transformer pour les faire devenir des cellules pluripotentes et les faire devenir des neurones. Donc, il y a actuellement, avec l'accord des personnes de la population et avec un grand intérêt, des cultures cellulaires neuronales qui sont d'individus inuits sur lesquels on va pouvoir tenter de voir l'impact de l'adversité et de quelle manière certaines cellules neuronales ont des réponses différentes afin de pouvoir indiquer quels sont les éléments qui pourraient mener à un meilleur état, un meilleur statut de santé mentale au Nunavik. Donc, concrètement, quels sont le potentiel de ce type de projet-là mené en partenariat et autour de l'interdisciplinarité? Mais vraiment, c'est essayer de tirer le maximum des capacités et des expertises qui sont présentes à l'Université Laval au profit des populations inuites du Nunavik qui souhaitent voir une amélioration de leur état de santé global, particulièrement au niveau de la santé mentale, mais aussi de confirmer avec eux des chemins plausibles de l'impact de cette adversité-là au niveau de la santé globale, en passant peut-être, en effet, par le microbiome intestinal, un élément qui peut être prédicteur de meilleur ou de moins bon état de santé mentale. Puis vraiment, on a de l'apprentissage commun à faire autour, pas uniquement du partenariat, mais de cette science-là. Donc, il y a tout un effort d'information à la suite, à l'intérieur de nos projets et sûrement des vôtres, qui doivent être transférés aux populations inuites à la suite ou à d'autres populations avec lesquelles vous collaborez. Et ça, c'est ce que fait la richesse, selon nous, de notre projet, mais aussi de l'initiative Sentinelle-Nord. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup, Richard. Je voudrais dire merci aussi aux organisateurs de la journée. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait dans notre programme de recherche. D'abord, je suis très reconnaissante d'être ici, non seulement pour l'invitation pour la journée, mais aussi parce que je suis titulaire d'une chaire de recherche Sentinelle-Nord. Donc, j'ai été recrutée à l'Université Laval via ce programme. Et donc, ça me fait plaisir de vous partager là, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le lab a 3 ans officiellement depuis le mois passé. Et donc, une des premières choses que je veux présenter, on a parlé de santé mentale. Richard a bien expliqué l'importance de la question. C'est une question qui est importante d'un point de vue global. On en entend beaucoup parler là, depuis 1 an avec la COVID. Mais il faut savoir que si on regarde le nombre d'années de vie avec une incapacité, la première cause d'années de vie perdues ou d'avoir une incapacité, ça va être la santé mentale. Alors que du côté, ça c'est du côté gauche, alors que du côté droit, vous avez le nombre d'années de vie perdues qui est plus lié à des maladies, que ce soit au niveau cardiovasculaire, des maladies comme par exemple un AVC, etc. Au centre, vous avez les investissements en recherche. Donc, c'est mon éditorial. Malheureusement, le financement en recherche ne suit pas l'importance de ces questions. On espère que ça va changer là, au cours des prochaines années. Évidemment, on ne veut pas en enlever aux autres domaines de recherche, mais on croit que non seulement au niveau de la recherche, mais aussi au niveau des ressources, il y aurait du refinancement qui serait important à faire. Et donc, en quoi il y a un lien entre
la santé mentale et la santé vasculaire. Je vous présente ici là, un petit aperçu des petites données là, obtenues chez l'humain. Donc, on sait que la prévalence d'un trouble dépressif majeur, c'est à peu près 7 ça, c'est aux États-Unis. Au Canada, on est un petit peu plus heureux. On est à 6 sur une année, une personne sur 5 au cours de la vie. Comme je viens de le présenter, c'est une des causes principales d'incapacité dans le monde. Malheureusement, il y a 30 à 50 des gens qui résistent aux traitements actuels ou qui répondent peu ou pas bien à ces traitements-là. Et tous ces traitements sont centrés sur les neurones, sur le cerveau. On croit qu'il y a possiblement des causes là, biologiques, des réponses au stress, des troubles de l'humeur qui seraient mal adressés là, par ces traitements. Et donc, pourquoi les maladies cardiovasculaires, la santé neurovasculaire? C'est que la prévalence, donc le nombre de personnes qui souffrent de dépression, vont passer de 7 à 17-27 chez les gens qui ont des maladies cardiovasculaires. Suite à un AVC, ça peut être même jusqu'à 50 dans les 5 années suivantes. Et donc, on croit qu'il y a possiblement un lien là, à faire à ce niveau-là. Souvent, la dépression chez ces populations va être chronique et récurrente. Ça va être très difficile à traiter. Et on croit qu'au niveau biologique, il y a des mécanismes communs, possiblement au niveau de l'inflammation. On en entend beaucoup parler de l'inflammation ces jours-ci, mais aussi d'une dysfonction vasculaire qui pourrait découler là, de cette inflammation. La manière qu'on pense que ça se passe, ici c'est une diapo un petit peu compliquée, mais si on prend le schéma qui est à droite, on part du côté gauche, ce qu'on observe chez des gens qui souffrent de dépression, surtout ceux qui sont résistants au traitement, c'est qu'on a une inflammation qui va circuler au niveau du sang qui va être plus élevée. Et donc, on croit que suite au stress chronique, ça va entraîner des changements au niveau biologique, entre autres au niveau du système immunitaire. On va avoir plus de cellules circulantes immunitaires dans le sang, ce qui va amener une forte augmentation du niveau de molécules là, pro-inflammatoires circulantes. Éventuellement, si on s'en va vers la droite, on va avoir des changements au niveau de la barrière qui protège le cerveau, la barrière hémato-encéphalique. Je vais vous en parler un petit peu plus au cours des prochaines diapos. Et ces changements-là, sur le long terme, vont causer des changements au niveau du cerveau. On a des cellules qui protègent notre cerveau. On a aussi les neurones qui, éventuellement, vont changer leur capacité d'intégrer l'information, puis ça va mener à des comportements différents, entre autres des comportements dépressifs. Si ça vous intéresse, vous avez des reviews du côté gauche, des articles de revue là, à ce niveau-là. C'est un domaine qui était très peu étudié dans les dernières décennies, puis ça a explosé là, au cours des dernières 10 ans, j'ai le goût de dire 8 à 10 ans. Et donc, nous, on s'intéresse particulièrement à cette interface-là entre ce qui se passe dans le sang, tout ce qui se passe au niveau immunitaire, puis ce qui se passe au niveau du cerveau. Et comme je disais, il y a une barrière qui protège notre cerveau. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couches là, de cellules qui empêchent le trou au milieu, c'est où le sang circule. Puis, il y a des petites portes là, qui vont fermer les cellules pour empêcher que les toxines ou les bactéries, les molécules inflammatoires qui circulent rentrent à l'intérieur du cerveau. Ce qu'on a observé, c'est que nous, on utilise des modèles animaux pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la biologie, du stress et des troubles de l'humeur. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est qu'on collabore avec des cliniciens ou avec des banques pour confirmer ce qu'on trouve chez la souris, chez l'humain. Parce que sinon, ça ne sert un peu à rien. C'est vraiment important de valider ce qu'on trouve chez l'animal, chez l'humain. Donc, si on regarde du côté gauche, ce qu'on voit, c'est qu'on soumet nos animaux à un stress chronique de 10 jours. On fait de l'intimidation sociale chez nos animaux. On voit que chez nos souris qui ne sont pas stressées ou nos souris qui répondent quand même bien au stress, qu'on considère résilientes, on a peu d'activité, peu d'inflammation circulante dans le sang. Si on injecte des colorants, ça ne pénètre pas au niveau du cerveau, donc notre barrière est intacte. Par contre, du côté droit, on a une inflammation circulante plus élevée suite au stress chronique, au stress social. Ça va affecter notre barrière qui va devenir plus perméable, puis éventuellement, notre inflammation va réussir à s'infiltrer dans le cerveau. Et on croit que ça va changer les neurones et mener à des comportements dépressifs. C'est important de savoir que ça ne se passe pas partout dans le cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans des régions particulièrement impliquées dans la régulation des émotions, dans la régulation de l'humeur, notamment le noyau accumbens. Ça, c'est chez les mâles. Je vais vous parler des femelles un petit peu plus tard parce que la dépression est plus prévalente chez les femmes, mais malheureusement, traditionnellement, on étudiait surtout les populations mâles. Et donc, une des premières choses, quand je suis arrivée à l'Université Laval, qui nous intriguait ou une question à laquelle on voulait répondre, c'est comment nos souris résilientes maintenaient l'intégrité de leur barrière. Donc, elles sont soumises au même stress, pourtant, elles réussissent à résister. Donc, on croit qu'à ce moment-là, on pourrait trouver de l'information sur des nouvelles cibles thérapeutiques qui pourraient être intéressantes là, pour aider les populations qui, malheureusement, ne sont pas aidées par les traitements actuels.
Et donc, je ne m'étendrai pas sur... c'est des résultats publiés, donc je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Ici, vous avez l'article, le premier article qui était plus en lien avec ce qui se passe chez les souris déprimées ou qui ont des comportements qui s'apparentent à la dépression. En bas, vous avez le premier article de notre labo, donc publié au début de l'année dernière dans PNAS. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il n'y a pas des changements au niveau du code génétique des gènes de la barrière, mais il y a des changements épigénétiques. Donc, c'est l'expression de ces gènes-là qui change. Puis ça peut être contrôlé par l'environnement, les conditions de vie, etc. Et donc, c'est plus facile de jouer là-dessus que si on avait une mutation, par exemple, là, qui changerait la perméabilité de notre barrière. Et encore une fois, je ne m'étendrai pas pour la durée de la présentation, puis je vais vous présenter des résultats nouveaux et dans le contexte de Sentinelle-Nord. Donc, si ça vous intéresse, là, encore une fois, la publication est en haut à gauche. Et donc, comme je disais, il y a des différences entre les hommes et les femmes au niveau de la dépression. La dépression est 2 fois plus prévalente chez les femmes. Les symptômes aussi sont différents. Les femmes rapportent plus de stress dans leur vie de tous les jours, des petits stress là, de la vie de tous les jours. Puis aussi, c'est important de savoir qu'il y a des différences au niveau des maladies cardiovasculaires. On pense souvent, quand on pense aux maladies cardiovasculaires, aux hommes, mais les femmes en souffrent aussi. Et c'est la principale cause de décès prématuré là, chez les femmes. Et donc, c'est important de s'adresser à cette population-là et d'explorer un peu plus là, la biologie à ce niveau-là. Ce qui est important de savoir dans un contexte de dépression, je vais prendre une petite seconde pour parler d'un article qui a été publié par mon collègue Benoît Labonté, qui est aussi arrivé à l'Université Laval via Sentinelle-Nord. Il a montré que quand on regarde le cerveau de souris qu'on a stressé, encore une fois, un stress chronique sur plusieurs semaines, on voit que quand on regarde les gènes qui changent au niveau du cerveau, si on est une souris mâle en bleu ou une souris femelle en rose du côté A, on a très peu de changements qui vont dans la même direction ou qui sont les mêmes gènes qui changent. Donc, à peu près seulement 20 à 30 de similarité dans les changements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la même chose chez les humains. Donc, à droite, vous avez des gens qui, malheureusement, se sont suicidés. Les familles ont fait don à la Banque de cerveau de l'hôpital Douglas des cerveaux de ces gens. Et on voit encore une fois à gauche les hommes, à droite les femmes en bleu versus en rose. Puis, comme chez les souris, le nombre de gènes similaires est seulement d'à peu près 10-15 20 30 chez la souris. Et donc, quand on pense à la dépression d'un point de vue des gènes au niveau du cerveau, c'est comme si c'était 2 maladies différentes selon le sexe. Pourtant, on a tendance à traiter avec les mêmes médicaments et on a les mêmes questionnaires pour faire le diagnostic de cette maladie-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nos recherches qu'on mène chez la souris et qu'on valide chez l'humain quand on peut, c'est qu'on pense qu'on pourrait essayer de détecter la dépression en testant la barrière. Donc, on a fait de l'imagerie à résonance magnétique chez la souris. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue au cerveau aussi, parce qu'on va pouvoir le faire là, sous peu. On peut le faire chez l'humain. Donc, vous voyez un cerveau humain en bas à gauche. Là, le sang ne circule pas comme il veut dans le cerveau. Il y a vraiment un circuit là, de tuyauterie, si on veut. Et donc, on croit qu'on pourrait tester la barrière. Là, je vais revenir dans la diapo suivante pour évaluer la dépression. Encore plus intéressant, ce serait de trouver des biomarqueurs. Donc, la dépression est toujours diagnostiquée avec des questionnaires en 2021. On n'a pas un marqueur biologique de la dépression. Et encore une fois, le travail chez la souris peut permettre de faire du défrichage pour essayer de trouver des marqueurs de stress et de dépression. Étant donné qu'on voit que l'inflammation peut passer du sang vers le cerveau, on pense qu'il y a peut-être des molécules qui passent du cerveau vers le sang qu'on pourrait détecter avec une prise de sang, là, ce qui représenterait une avancée majeure. Enfin, on pourrait essayer de développer des nouveaux antidépresseurs au lieu de vraiment toujours aller vers le cerveau puis justement essayer de la passer, cette barrière-là, avec nos molécules, ce qui est un très gros défi. Bien, on pourrait peut-être traiter la barrière elle-même puis à ce moment-là, promouvoir là, une meilleure santé mentale. Et donc, suite à notre publication, là, j'ai des collègues qui sont venus me voir, qui sont à Dalhousie, ont fait cette publication l'année dernière suite à nos résultats chez la souris. Donc, eux, ils ont testé si on pouvait évaluer comme biomarqueur la perméabilité de la barrière chez des patients, des gens humains qui souffrent de troubles bipolaires. Et ce qu'ils ont observé, ce qui est intéressant, c'est pas tous les gens qui souffrent de troubles bipolaires qui ont une barrière plus perméable, mais il y a un sous-groupe, on le voit en bas complètement à droite, qui ont vraiment une très forte perméabilité.
Et ce sont les gens qui ont les symptômes les plus sévères. Donc, ils vont avoir une maladie qui, non seulement les symptômes d'anxiété et de dépression vont être plus sévères, mais aussi la maladie va être de façon chronique, là, va survenir souvent dans le courant là, de l'année ou des années subséquentes. Et donc, c'est une des recherches là, qui a découlé de nos travaux chez la souris. Une autre chose qui est vraiment intéressante au niveau des biomarqueurs, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à l'inflammation, les molécules circulantes dans le sang. Vous le voyez en bas, il y a une liste là, de molécules circulantes. Ce qu'on croit, c'est qu'il n'y a pas une molécule qui va permettre d'identifier si on est stressé, déprimé, etc. Mais ça va plus être une signature. Donc, vous voyez sur la première rangée, c'est des gens qui souffrent de troubles dépressifs majeurs versus des gens qui ont eu un symptôme post-traumatique dans la troisième rangée. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans la même direction. Ça va vers le rouge quand ça monte, pas de changement en jaune et le bleu quand ça descend. Mais on voit qu'il y a des profils là, qui semblent se dessiner quand on regarde sur plusieurs marqueurs. Donc, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Justement, donc, je vous ai parlé des différences entre les hommes et les femmes, les souris aussi. On a un article qu'on est en train de finaliser où on a montré, où on va montrer, ça va être soumis dans les prochaines semaines, que la région du cerveau où la barrière est plus perméable chez les souris femelles, mais aussi chez les femmes déprimées, est différente de chez les hommes et chez les souris mâles. Et donc, ça nous a porté à aller voir ce qui se passe au niveau du sang. Donc, regarder des biomarqueurs vasculaires. On voit là, des souris qui ont eu un stress social dans la heatmap à gauche. On a des souris qui peuvent être susceptibles ou résilientes au stress au milieu et d'autres souris qui ont été soumises à un stress variable. Donc, différents types de stress mènent à des profils différents. Encore une fois, les femmes rapportent plus de stress dans la vie de tous les jours. Donc, peut-être que le stress variable peut causer plus de changements chez les femmes, alors que chez les hommes, ça pourrait être le stress social, par exemple. Donc, on peut vraiment essayer de distinguer là, ces profils-là. En bas, vous avez les changements chez les souris non stressées en blanc versus les souris stressées en rouge ou en bleu. Puis, on voit vraiment une forte augmentation de certains marqueurs là, suite au stress. Puis, on essaie même de voir si on en a qui peuvent être prédicteurs. Donc, est-ce qu'on a des changements avant même le stress qui pourraient permettre de prédire laquelle de nos souris va devenir déprimée? Donc, encore une fois, éventuellement, pour appliquer ça chez l'humain. En fait, on a reçu du sang humain cette semaine pour valider ce que je viens de vous présenter chez la souris pour voir si on voit la même chose chez l'humain. Et ça m'amène à conclure la présentation par vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans le contexte de Sentinelle-Nord. Donc, encore une fois, on utilise nos modèles animaux pour essayer de mieux comprendre la biologie de différents stresseurs, que ce soit un stress social, un stress variable ou un stress en début de vie. On croit que c'est important parce que ça va permettre de découvrir des nouveaux mécanismes. On le fait aussi d'une façon biologique, encore une fois, une approche globale. Donc, on s'intéresse au cerveau, à la barrière du cerveau, mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe dans le sang et tout ce qui se passe au niveau intestinal. Donc, Richard a parlé du microbiome. On sait que chez les gens qui sont déprimés ou stressés, il y a des changements qui se passent au niveau des populations du microbiome. Et comme on a une barrière qui protège notre cerveau, on a une barrière qui protège notre intestin également. Et donc, possiblement, les changements, la biologie est très similaire entre les deux. Donc, possiblement, les changements qu'on observe dus au stress et en lien avec la dépression au niveau du cerveau pourraient aussi être présents au niveau de l'intestin. Et on teste enfin des façons de le prévenir. Donc, est-ce que, par exemple, une diète, de l'activité physique, des choses comme ça pourrait permettre d'avoir une meilleure santé intestinale et santé mentale. Et enfin, c'est ça, on ne pense pas que tout le monde va être traité avec une seule molécule. Donc, c'est important de tenir compte des différences hommes-femmes, des différentes populations, parce que les diètes sont différentes, etc. C'est un projet qui est fait justement en collaboration, encore une fois, avec Dr. Muckle et Dr. Bélanger. Il y a aussi d'autres collègues de l'Université Laval, ainsi que des collègues de l'extérieur de l'Université de Montréal. Et je vais conclure en remerciant mon labo, parce que je présente ce qui est fait, mais ce n'est pas moi qui le fais. Donc, mon labo qui est exceptionnel, puis que je suis très reconnaissante, qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure dans les 3 dernières années. Donc, vous avez l'équipe actuelle complètement en haut, les étudiants qui ont passé faire des stages en bas à gauche. Je remercie tout le financement, incluant Sentinelle-Nord et enfin les collaborateurs. Merci. Merci beaucoup, Caroline et Richard, évidemment, pour cette super présentation des résultats très innovants, mais aussi on voit 2 méthodes ou 2 techniques, évidemment, de recherche variées qui se joignent, en fait, dans votre projet. Richard, peut-être une première question pour toi. Tu l'as mentionné, les résultats qui émanent de l'enquête sont progressivement rendus publics là, sur le site, en fait, entre autres sur le site web de la Régie régionale de la santé et services sociaux du Nunavik. J'invite tout le monde qui sont intéressés. Des super rapports à différents niveaux, des résumés et puis des rapports un peu plus complets.
J'étais impliqué il y a longtemps, en 2004, avec Éric Dewailly, qui avait mené aussi l'enquête santé à Nupita en 2004 avec les gens du Nunavik. Je me souviens très bien de résultats, de rapports comme ça qui avaient été publiés aussi, dans lesquels il y avait des recommandations sur différents thèmes, comme la santé mentale ou autre. Est-ce qu'avec l'enquête santé de 2017, donc 13 ans plus tard, ça vous a permis peut-être, je sais que vous avez des questions similaires, de voir des modifications dans l'état de santé des Nunavummiut? Et est-ce qu'il y a certaines des recommandations où il y a eu des actions, en fait, qui ont été mises de l'avant pour amener ces changements? Je pense que c'est une très bonne question, Martin, puis merci de me la poser. Ce que les personnes doivent savoir de cette enquête santé inuit-là, puis je le répète, par et pour les populations, c'est d'être capable de faire ressortir quelque chose, aller chercher des services supplémentaires, sinon une meilleure compréhension. Malheureusement, sur certains États, puis je l'ai présenté tout à l'heure, la détresse n'a malheureusement pas diminué, puis c'est des données qui parlent de 2017. On peut l'imaginer actuellement en période de pandémie. Il reste qu'un avantage bien particulier de l'enquête santé inuit 2017, c'est de laisser la place importante que devraient avoir les éléments socioculturels à l'intérieur de la santé, et ça, c'est une innovation. C'est vraiment une innovation que vous allez retrouver à l'intérieur des rapports de santé, et ça origine de cette consultation-là, hein, ce partenariat-là entre chercheurs, institutions, mais surtout collaboration autour des consultations qui ont été faites. Puis je prends ta question, puis je l'exploite un tout petit peu en disant, bien, tant qu'on regarde des projets comme les projets de Sentinelle-Nord, on voit la détresse, de quelle manière ça peut être utilisé concrètement, les données de la recherche qui vont émerger de là. Moi, je ne vois pas de manière exclusive ou une exclusion de la recherche fondamentale et de la recherche clinique. Je pense qu'il faut laisser la place aux deux types de projets, ce qui va permettre la possibilité, je crois, puis c'est ce qu'on souhaite, hein, une meilleure identification, peut-être même d'une manière précoce, de certains états de santé à risque au niveau du statut mental, avec certains projets qui ont été présentés ici. En même temps, il ne faut pas penser que demain matin, par un comprimé ou bien non, par un changement de l'alimentation qui altérait le microbiote, la détresse au Nunavik va considérablement changer. Mais mettre la santé autochtone, particulièrement la santé inuite, à l'avant-plan et tirer le maximum de l'expertise actuellement disponible, c'est faire avancer grandement, puis apporter un élément aux communautés, si ce n'est qu'amener peut-être des carrières de chercheurs à l'intérieur de la population en enseignant bien nos résultats et en les transmettant correctement à la population. Merci, Richard. Effectivement, très complexe, mais fascinant comme méthodologie, mais aussi les relations, les collaborations, le transfert du savoir aussi d'un part et d'autre. Caroline, mais Richard en a parlé un petit peu. Je pense que quelque chose aussi, on entend beaucoup parler, la question des biomarqueurs pour la santé mentale. Donc, Pierre Marquet travaille sur des biomarqueurs pour la bipolarité, la schizophrénie. On parle là maintenant de biomarqueurs potentiels pour la dépression, la santé mentale. Richard disait on n'aura pas une capsule à prendre le soir parce que pour être guéri de ça, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on est avancé, donc cette pilule magique ou pour la psychiatrie où, au lieu d'y aller par questionnaire ou intervention, on peut vraiment, peut-être, on imagine, mettre un électrorétinogramme et pouvoir tout de suite trouver ou diagnostiquer la santé mentale? Bien, en fait, il y a plusieurs éléments importants. C'est que avec des biomarqueurs, on peut non seulement informer sur le type de traitement qui serait plus approprié là, pour certaines personnes, selon le sexe, les populations, etc. Il y a des travaux qui ont été faits là, quand j'étais à New York où on testait d'un point de vue du profil sanguin les marqueurs inflammatoires et on donnait par exemple la kétamine, un antidépresseur à action rapide, chez des populations qui avaient des profils particuliers et on se rendait compte que cet antidépresseur-là fonctionnait particulièrement bien pour ces gens-là. Donc, ça permettait de mieux cibler qui on peut aider avec quelle molécule. Il faut savoir aussi que les traitements antidépresseurs, souvent, ça va prendre les plus communs, ça va prendre 6-8 semaines avant que ça fonctionne. Donc, si au moins on voyait des changements positifs dans le sang pour dire à la personne
l'encourager là, de ne pas lâcher le traitement, qu'on voit qu'au niveau biologique, ça commence à fonctionner, puis on s'attend à ce que les comportements suivent. Donc, un raffinement là, au niveau du diagnostic, mais aussi au niveau du choix de traitement. Puis enfin, bien, la prévention. Tu sais, si on a des gens qui ont des populations qu'on sait que les maladies, les troubles de l'humeur sont plus communs, bien, on peut déjà tester, on voit-tu des changements au niveau du profil qui pourraient informer qu'il faut faire plus attention, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Peut-être une dernière question ici par rapport à, Caroline, tu en as parlé aussi. Différence hommes-femmes, en fait, dans l'effort de recherche aussi historiquement, autant pour les souris mâles et femelles que pour les diagnostics. Puis je pense des perceptions aussi encore dans le public qu'il y a des maladies comme les infarctus ou les maladies qui sont vraiment liées plus à des hommes d'une certaine profil. Donc, la question est-ce que ça change dans la recherche? Est-ce que vous le voyez vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des efforts majeurs pour un peu remédier à cette étude? Peut-être, comme tu as même mentionné, peut-être 2 génomes différents, là, 2 maladies différentes presque chez l'homme et la femme. Bien, je pense que c'est un changement de culture. Donc, moi, quand j'étais étudiante, on travaillait que chez les mâles parce qu'on disait les femelles ont des hormones. Les mâles aussi ont des hormones. C'est pas une bonne réponse. Mais c'est ce qu'on se faisait dire à l'époque. Au niveau des organismes subventionnaires, il y a eu un gros changement dans les dernières années. Moi, je vois que la nouvelle génération, en tout cas, moi, dans mon laboratoire, tout le monde systématiquement travaille chez les souris femelles et mâles. Quand on fait des études pour voir ce qui se passe chez l'humain par rapport à nos données chez l'animal, on fait toujours aussi chez les hommes, chez les femmes. Il faut savoir que, par exemple, au niveau des banques de cerveau, pour obtenir des cerveaux de gens qui malheureusement sont suicidés, c'est beaucoup plus difficile chez les femmes. Donc, il y a aussi il y a ce niveau-là qu'il y a des fois, il y a des défis, là, selon les maladies ou selon les questions qu'on essaie de comprendre, là, il peut y avoir des différences là, au niveau des banques. Mais c'est ça, je crois qu'il y a vraiment un changement important, là, puis ça va faire des progrès, on espère, des avancées majeures dans les prochaines années, là. Entre autres au niveau de la santé mentale, surtout comme je le disais, que la dépression, c'est plus prévalent chez la femme. Donc, de les laisser de côté d'un point de vue préclinique, clinique, là, c'était très dramatique, selon moi. Bien, d'accord, merci. Merci beaucoup à vous deux, en fait, et à toute votre équipe, et aussi à vos partenaires nordiques. Donc, on attend avec impatience, en fait, l'évolution de ces projets que vous faites ensemble, en fait, conjointement, avec les gens du Nord aussi. Donc, merci encore une fois de vous déplacer aujourd'hui pour cette présentation.